La révolution de la communication moderne et de l'information, qui intervient à partir des années 70-80, qui s'accélère ensuite avec Internet dans les années 90-2000, demande une adaptation des médias à la nouvelle donne. C'est une adaptation qui est douloureuse. D'abord, pour la presse, qui connaît un déclin et des mutations très profondes. Le déclin de la presse ne date pas de l'irruption d'Internet. Dès les années 1970, avec la généralisation de la télévision, la presse écrite a beaucoup souffert. En France, beaucoup de titres de presse quotidienne ou hebdomadaire ont disparu. Je pense par exemple à France Soir. Aux États-Unis, des chercheurs américains ont montré que pratiquement 1800 titres de la presse régionale et locale avaient disparu aux États-Unis au profit de quelques grands titres nationaux, ce qui a contribué à affaiblir la démocratie locale, citoyenne, qui était quand même une base du modèle américain. La presse a dû en plus s'adapter à l'irruption d'Internet, donc à partir des années 90-2000, et proposer aussi des supports numériques. Certains ont pris le tournant numérique avec succès assez tôt. Je pense en particulier au New York Times aux États-Unis, qui a développé une offre numérique à laquelle on souscrit 4 millions d'Américains. On peut évoquer aussi des journaux comme le Bild en Allemagne ou Le Monde en France qui ont peu ou prou réussi le tournant numérique. D'autres l'ont manqué. On pense à l'apparition aujourd'hui de nouveaux médias de presse dont l'offre est uniquement sur Internet. En France, vous avez l'exemple du journalisme d'investigation de Mediapart, par exemple, ou Rue 89 ou Atlantico, donc qui ont une vocation politique et qui se rémunèrent par abonnement sur Internet. À la télévision, l'adaptation à la nouvelle donne de la révolution de l'information, de l'Internet, s'est fait par le biais de la création des chaînes d'information en continu et en direct. Le nouveau modèle a été inventé par CNN, qui avait couvert par exemple en direct la guerre du Golfe en 1991. Dans les années 1990-2000, ces chaînes se sont multipliées. On pense par exemple à BBC World News en 1995, la chaîne qatari Al Jazeera dans la foulée, ou la chaîne Euronews. En France, il faut attendre les années 2010 pour avoir la création de LCI, la chaîne Information, ou BFM TV, ou CNews, qui fonctionnent toutes sur le même modèle, d'une information donc en continu, qui traite surtout de l'événement, au plus près de l'événement, parfois avec un manque de recul critique, évidemment, et l'absence de débat de fond, même si beaucoup de tables rondes sont réunies. Certains journalistes dénoncent le manque d'analyse de fond, ce qu'on appelle l'éditorialisation de l'information, qu'on peut trouver dans des médias qui prennent plus le temps, notamment dans la presse écrite, d'analyser l'information, de la mettre en perspective. Donc tout ça participe d'une même accélération de l'information. À noter que toutes ces chaînes d'information continue ont aussi leur plateforme numérique, et que des chaînes radio à vocation comme France Info, à vocation d'un traitement plus équilibré de l'information, développent aussi leur chaîne sur le câble. Donc tout le monde se met peu ou prou à la même mode, et donc c'est tout le monde médiatique, la sphère médiatique, qui évolue considérablement. La conséquence, c'est que le métier de journaliste est en très profonde évolution. Le journaliste de métier, il est maintenant concurrencé par différentes sources, comme on l'a vu, différents supports et différents formats d'information. Son métier change dans la mesure où une partie maintenant considérable de son activité consiste à traquer sur le net les fake news, donc à faire du fact-checking, donc la vérification de faits. Je disais fast-checking parce que ça doit se faire très rapidement, mais il s'agit bien de la vérification des faits. C'est ainsi, à l'image de l'AFP, que toutes les grandes agences de presse se sont dotées, et tous les grands organes de presse se sont dotés de bureaux de vérification des faits pour traquer ce qu'on appelle l'infox, les fake news, qui sont diffusées volontairement
ou involontairement relayées sur Internet. Le problème d'une partie de ces fausses informations, c'est qu'elles peuvent être produites et diffusées par des hommes politiques et des partis politiques en pleine connaissance de cause. On pense évidemment à Donald Trump, avec sa dénonciation par exemple de l'ALENA ou des traités de libre-échange avec l'Europe, avec l'Asie. On pense plus particulièrement aussi à la campagne britannique pour le Brexit, qui s'est jouée en partie, pas totalement, mais en partie autour d'une fake news qui avait été diffusée par Nigel Farage et le parti UKIP, le parti des Brexiteurs, qui associait toutes les dépenses qu'on faisait pour les immigrés en Angleterre au déclin, au détricotage du National Health Service. En gros, tout l'argent qui est donné pour les migrants et à l'Europe pour gérer les migrants était autant qui était retiré aux Anglais pour leur système de soins, ce qui s'est avéré complètement faux. Donc voilà, c'est l'utilisation délibérée de fausses informations pour tromper le public et pour façonner les opinions publiques et les votes. Et ça, les journalistes donc, doivent veiller à ça et à rétablir donc, la vérité.